Bonjour à tous. Aujourd'hui, Lisa, Laurence, Éléonore et moi-même, Chloé, nous allons vous présenter le processus de financement dans les partenariats publics-privés. Donc, voici l'agenda pour la séance d'aujourd'hui et je vais tout de suite commencer avec une courte introduction sur le sujet. Donc, qu'est-ce qu'un partenariat public-privé? Vous l'avez probablement compris, c'est un contrat qui allie un partenaire public et un partenaire privé. Le contrat est habituellement accordé suite à un appel d'offres venant de la fonction publique. Ce type de partenariat établit un partage des responsabilités, des risques et des bénéfices entre les deux partenaires. Ces ententes peuvent s'appliquer à différents types de projets. Donc, on peut ici penser à des projets d'infrastructure ou encore à des projets de services aux citoyens. Pour prendre un exemple de partenariat public-privé qui s'est passé au Québec dans les dernières années, on peut penser au métro de Montréal, où la Ville de Montréal est venue faire un appel d'offres et où Bombardier a gagné cet appel d'offres-là et a refait la conception et la production des wagons de métro que nous avons présentement euh, dans la ville. Donc, il est aussi important de noter que le recours au partenariat public-privé, ce n'est pas automatique. Il y a certaines conditions qui sont nécessaires pour rendre l'approche intéressante au Québec. Ces conditions-là, on pense notamment au fait que le projet doit être d'envergure suffisante compte tenu de la complexité du processus partenariat public-privé. Il doit comporter des avantages marqués sur les plans sociaux et économiques, et puis il doit être axé sur des résultats à atteindre qui sont mesurables. De plus, ce type de projet-là devrait permettre aux deux parties d'atteindre leurs objectifs individuels. Donc, pour le partenaire public, ce que ça veut dire, c'est qu'après qu'il a reçu le service pour lequel il a payé le partenaire privé, il devrait être en mesure d'améliorer une prestation de service aux citoyens. Le partenaire privé, lui, il devrait pouvoir tout simplement faire du profit. Sur ce graphique, vous retrouvez rapidement la hiérarchie du processus de financement public-privé. On a donc une entité publique qui va payer pour un service que l'entité privée va lui procurer. À son tour, l'organisation privée va devoir payer pour ses fournisseurs pour être en mesure de répondre aux objectifs qui lui ont été fixés. Une particularité des partenariats publics-privés est que l'entité privée crée souvent un SPV ou Special Purpose Vehicle. Donc, cette entité-là, cette organisation, c'est en fait une entité légale qui aura pour fonction de prendre des engagements et de supporter l'ensemble des obligations et risques vis-à-vis de la personne publique. Elle devra également s'assurer d'avoir les ressources financières nécessaires pour exécuter tout le travail demandé. Donc, en gros, ce qu'on comprend, c'est qu'il s'agit vraiment d'une société temporaire qui est créée uniquement dans le but de gérer le projet. On va poursuivre avec le processus de financement. Donc, les étapes ont été prises de l'Association des firmes d'ingénieurs conseils, mais aussi vérifiées avec la politique cadre pour les projets provinciaux. Donc, c'est une source qui est assez fiable, puis les étapes, c'est assez général. Donc, comme tout bon projet, il y a une analyse stratégique qui est faite. On définit le projet, on fait une étude de faisabilité, on regarde aussi si c'est justifié puis optimal d'utiliser le partenariat public-privé. Il y a des scénarios de projet qui sont créés. Une fois que le projet est défini et choisi, on revoit la justification d'utilisation du PPP. On passe en appel d'offres. Puis, une fois que la firme est choisie, il y a des négociations qui ont lieu. On révise la justification du PPP. Il y a un accord financier et une signature du contrat. Le contrat débute, puis une fois que le contrat est terminé, il y a un transfert des responsabilités à la partie publique. Les parties prenantes, on en a parlé, c'est le partenaire public qui est directeur du projet. Souvent, on parle de maître d'ouvrage. Au Canada, c'est lui qui va être le propriétaire de l'infrastructure ou du service. Et pendant toute la durée du contrat, il n'y a pas de transfert de propriété. C'est lui qui va rembourser les déboursés du privé. Il va prendre des décisions sur le budget. Puis, à l'occasion, c'est lui qui va avoir certaines expertises qui ne seront pas incluses dans le contrat. Le partenaire privé, lui, est responsable de l'expertise, du financement, de certaines parties du risque. Il va gérer les coûts et à certaines occasions, il va avoir une intégration du cycle de vie et une gestion du coût pendant toute la durée du cycle de vie. Je ne passerai pas à travers le tableau, mais ce qu'on voit, c'est les différents types de contrats qui sont les plus communs dans la littérature pour le partenariat public-privé. La colonne de gauche montre les phases du projet.
qui sont pris en charge par la partie privée. Donc, l'engagement de la partie privée, puis aussi la partie privée va prendre en charge une partie du risque qui est liée à cette phase de projet. Dans un partenariat public-privé, c'est le contrat qui détermine toutes les politiques qui tiendront lors de la réalisation du projet. Il en est de même pour les processus et critères d'allocation et de remboursement du financement. Ces processus vont venir affecter les deux parties tout au long du projet. Donc, le contrat a vraiment une importance très, très élevée dans un partenariat public-privé. Si on commence par revoir les critères d'acceptation d'un financement, comme on l'a dit précédemment, l'allocation du projet passe par un appel d'offres. L'entité publique va donc décider d'allouer ou non un projet à une entité privée en fonction des critères préétablis, notamment le temps, la qualité, mais surtout les coûts. Donc, l'enveloppe budgétaire qui est disponible pour la réalisation d'un projet, c'est vraiment le premier critère dans l'acceptation d'un financement public-privé. Toutefois, ici, on peut venir apporter un petit bémol. On parle tout le temps des coûts, mais c'est vraiment important de noter que le rapport qualité-prix est aussi pris en considération. Donc, ce n'est pas seulement la personne qui va venir mettre l'estimé plus bas qui va gagner les contrats. Il revoit aussi beaucoup la qualité que l'organisation privée va être en mesure d'apporter au projet. Au niveau du privé, cela passe principalement par leur estimé initial. Donc, on a vu que le partenaire public est responsable du CAPEX et de l'OPEX. Pour se financer, l'organisation devra passer par soit leurs capitaux propres ou par la contraction d'une nouvelle dette. Donc, le dossier de crédit de cette organisation privée-là va alors prévaloir comme critère d'acceptation au financement par les banques avec qui ils cherchent cet investissement-là. Au niveau des modalités de remboursement du financement, ça va être également inscrit au contrat. Nous en avons trouvé deux principales, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres modalités qui pourraient exister dans d'autres partenariats public-privé, mais ici, on veut vraiment se concentrer sur les deux principales. Donc, le premier type de modalité de remboursement consiste à faire des paiements différés. Si nous reprenons l'exemple du métro de Montréal, la Ville aurait tout simplement inscrit au contrat les dates et montants des paiements. C'est important de noter qu'habituellement, ce type de remboursement s'est amorti sur toute la durée du projet. Le deuxième type de remboursement, il s'agit d'un tarif pratiqué à l'usage. Donc, avec ce type de modalité, le partenaire privé va recevoir une compensation financière à l'usage que les citoyens ou toute personne vont faire du service qu'ils ont rendu. Donc, ici, les principaux exemples qu'on a trouvés, c'est vraiment une autoroute payante ou un pont payant, où l'organisation privée recevrait une cote des redevances qui sont faites avec le paiement à l'usage. Je vais maintenant vous parler des avantages d'un PPP. Tout d'abord, ça améliore la qualité des prestations. Le PPP permet de bénéficier de méthodes de travail, de technologies innovantes et de modes d'exploitation associés à l'expertise du secteur privé. Le partenaire privé possède une expérience que le secteur public n'a pas. Ils ont acquis cette expérience à travers le temps dans un domaine spécialisé. Aussi, le secteur public n'a pas le temps au cours d'un même mandat de développer cette expertise et elle coûte également très cher à développer. Ensuite, nous avons le processus d'appel d'offres. S'il est bien détaillé, ça oblige les pouvoirs publics à développer des critères de performance pour évaluer les partenaires privés et ainsi obtenir de meilleures prestations. Finalement, la rémunération du partenaire. Si le service rendu par le partenaire privé est déficient, des pénalités sont appliquées et leur rémunération sera donc réduite. Ce n'est donc pas à leur avantage de couper les coins ronds. Ensuite, nous avons une meilleure gestion des risques pour le secteur public. Le transfert des risques vers le partenaire privé, c'est souvent lui qui assume le coût de l'investissement initial. Le mode de PPP permettrait d'exécuter une meilleure gestion des risques sur le long terme, puisque dans un PPP, les risques sont assumés par le partenaire le plus apte à les gérer, c'est-à-dire à moindre coût. Ensuite, nous avons les retards. Les délais sont souvent plus respectés en PPP qu'en procédure traditionnelle, puisque les paiements ne débutent pas avant la phase d'exploitation du service. Et il y a également des pénalités de retard qui sont prévues au contrat. Ensuite, ça permet de générer des économies. Le partenaire privé réalise habituellement dans son domaine d'activité un volume d'affaires qui lui permettrait de rentabiliser des équipements plus dispendieux, mais aussi plus performants. Par exemple, le transport par autobus à Londres a été mis en concurrence grâce à des PPP. Les coûts par kilomètre ont été réduits de 42%, tout en permettant une augmentation du service de 30% et une augmentation de l'achalandage de 11%.
C'est principalement l'intégration des phases de conception, de construction et d'entretien de l'actif dans un contrat global donné au privé qui permet de réaliser des économies. Il peut également y avoir des économies d'échelle si le partenaire obtient plusieurs contrats. Maintenant, passons aux inconvénients. Premièrement, la comptabilité et la présentation financière complexes. C'est complexe en raison de leur taille, des risques à long terme qu'ils comportent et des modalités de contrat propres à chaque projet. Cette complexité soulève plusieurs difficultés pour ce qui est de garantir l'exactitude et l'uniformité de la comptabilité. Ensuite, nous avons les soumissionnaires limités. En raison du processus d'appel d'offres, de contrats pointilleux, d'une supervision exigeante et de processus d'appel d'offres au niveau du niveau d'expertise exigé. Ceci limite souvent le nombre de soumissionnaires aptes à faire la concurrence. Ensuite, nous avons que c'est difficile d'établir un contrat sans faille. Les performances du partenaire privé doivent être clairement indiquées dans le contrat, sinon l'entreprise pourrait demander un avenant si un point a été oublié lors de la signature du contrat. Le secteur privé réalisera uniquement ce pourquoi il est payé. Ça arrive souvent que des processus d'appel d'offres, que des opportunistes, dans le fond, ils vont être conscients des vides contractuels qu'ils pourront exploiter. Et dans une analyse effectuée par Gouache, sur 1000 contrats signés en Amérique latine, plus de 50% des contrats seront négociés très rapidement après la signature. Finalement, les services publics restent sous la responsabilité des pouvoirs publics en cas de problème, dans la mesure où les gouvernements restent imputables aux yeux de la population s'il arrive quoi que ce soit, même si ça ne fait pas partie de leur contrat. Pour ce qui est des types de projets, le mode de financement par partenariat public-privé est utilisé dans plusieurs domaines, allant de la lutte contre la pauvreté à la gestion des prisons, en passant par la défense nationale. Au Canada, on utilise ce mode de financement principalement dans des projets d'infrastructure à grande échelle et on utilise ce financement pour ces projets parce que ça permet de répondre à un besoin croissant d'aménagement et de renouvellement des infrastructures vieillissantes. Aussi, souvent, la technicité des projets est assez élevée et les gouvernements n'ont pas nécessairement l'expertise nécessaire pour y répondre. Et dans ce cas, le PPP permet de solutionner ce problème. Aussi, comme les gouvernements sont constamment soumis à des contraintes budgétaires et que les PPP participent à faire des économies, comme on le voyait plus tôt dans les avantages, on utilise ce mode de financement pour les projets dont l'analyse qualité-prix le justifie et c'est souvent des projets d'infrastructure à grande échelle. La majorité des projets sont répartis en deux catégories, les projets d'infrastructure sociale, comme les hôpitaux, et les projets d'infrastructure civile, comme les routes ou les ponts. Au Québec, les PPP représentent environ 10% de l'ensemble des PPP au Canada, et c'est le même genre de projet qui est financé par ce type de financement. Les exemples les plus récents au Québec sont le CUSUM et le CHUM pour les infrastructures sociales, et l'autoroute 25 et 30 ainsi que la Maison symphonique pour les projets d'infrastructure civile. Donc ici, on a un graphique qui démontre la répartition des différents partenariats publics-privés au Canada. Et on remarque en effet que les hôpitaux et le transport arrivent en tête de liste. Maintenant, si on regarde comment ce mode de financement affecte les différents domaines de connaissances de la gestion de projet, on va s'attarder aux 5 principaux qui nous semblaient les plus pertinents à approfondir en fonction de ce mode de financement. Donc, tout d'abord, pour la gestion des coûts, ce qu'on retient d'abord, c'est que la partie publique va être en charge de l'approbation des budgets et que la partie privée va être en charge de l'estimer. De plus, les parties sont responsables de la gestion des coûts dont ils ont la charge selon le type de contrat et ces coûts doivent apparaître dans leurs états financiers respectifs. Évidemment, la gestion des coûts doit tenir compte de l'ensemble du cycle de vie du projet. Donc, parfois, les projets sont de longue haleine pour les opérations et s'il y a de la location d'infrastructures. Donc, c'est important de considérer ça dans la gestion des coûts du projet. Finalement, encore une fois, selon le type de contrat négocié, le partenariat public-privé permet une gestion efficace et intégrée des coûts. Pour la gestion du contenu, c'est la partie privée qui doit définir le cahier des charges et la portée du projet. Et ensuite, les éléments du projet, donc le design, la construction, la finance et les opérations sont regroupés sous le même contrat qui va être donné à la partie privée. La gestion des communications sera une partie essentielle de la bonne gestion du projet. Plusieurs sources s'entendent pour souligner que si les parties arrivent à bien communiquer,
il y aura une plus grande confiance mutuelle et que ça va contribuer au succès du projet. L'information doit être diffusée et accessible pour l'ensemble des parties prenantes et ça va être une partie importante dans la reddition de comptes et surtout dans l'acceptabilité du projet, surtout envers la population. La gestion des risques va être partagée entre les parties selon l'expertise et la capacité des parties à en faire la gestion. Dans la majorité des cas, l'avantage du partenariat public-privé, c'est que beaucoup des risques peuvent être transférés à la partie privée, bien que certains des risques plus directement liés au gouvernement vont rester sous le contrôle de la partie publique. Pour la gestion de l'approvisionnement, selon les informations recueillies sur Approvisionnement Canada, c'est la partie publique qui va être en charge d'élaborer l'accord de projet et de choisir le soumissionnaire, et donc la partie privée du partenariat. Évidemment, s'il y a des besoins en sous-contractant, c'est la partie privée qui doit s'en charger. On passe maintenant au rôle et responsabilités de l'équipe de projet. C'est une partie qui a été assez complexe de décortiquer dans la littérature. Ce qu'on a compris, c'est qu'il y a une équipe ou des équipes qui sont spécialisées pour coordonner l'ensemble des activités. L'équipe peut être soit publique, soit une partie en gérance privée. Et ça peut arriver à l'occasion qu'il y ait une entité juridique qui soit créée, le consortium. Pour ce qui est de l'équipe publique, il y a le maître d'ouvrage qui définit le projet, c'est lui qui crée le concept, qui passe en appel d'offres, puis aussi qui fait de la reddition de comptes, puis qui reprend la responsabilité une fois que le projet est terminé. Le maître d'ouvrage est accompagné d'une équipe de conformité. Ils vont l'aider à prendre des décisions puis à faire de la reddition de comptes. Le maître d'ouvrage s'entoure d'experts conseils. Au tout début du projet, il va faire appel à des experts en PPP. Parfois, c'est des organismes externes. Il s'entoure d'experts en droit, en finance, en comptabilité. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va être conseillé par un expert technique qui est spécialisé dans l'expertise qui est demandée à l'externe. Puis, ça va arriver parfois qu'il va y avoir une entité juridique de créer un consortium. C'est des membres publics et privés qui vont gérer de façon autonome le projet. Puis, ils vont prendre la responsabilité des décisions pour les finances, pour la gestion du projet, par exemple, les coûts, la construction. Les experts vont mettre en œuvre le projet. Puis, s'il n'y a pas l'expertise dans le consortium, ils vont aller en sous-traitance. Puis, c'est eux qui vont prendre les décisions de la sous-traitance. La reddition de comptes va être une grosse partie de la gestion des coûts du projet et selon la complexité et le type de contrat, il va y avoir de nombreuses subtilités auxquelles on ne s'attendra pas aujourd'hui, mais on va s'en tenir à certains aspects légaux qui nous semblaient les plus intéressants pour la situation des PPP au Canada et au Québec. Donc, tout d'abord, le secteur public doit être en mesure de démontrer la nécessité du partenariat à la population et aux bénéficiaires du projet. Et elle doit aussi être en mesure de rendre des comptes sur la disponibilité et la qualité du service offert suite à un projet réalisé en partenariat public-privé. La répartition des coûts doit être claire et transparente et accessible en suivant les normes en vigueur pour le secteur public, donc les normes comptables du secteur public, et pour le secteur privé, les normes internationales d'information financière. Finalement, les parties doivent faire un plan de gestion des coûts pour permettre d'en assurer un bon suivi et un bon contrôle. Et au Québec, c'est le Conseil du Trésor qui a l'autorité d'autoriser l'enveloppe budgétaire du projet et c'est aussi la partie publique qui, encore une fois, selon les informations du Conseil du Trésor, va être en charge de la reddition de comptes. Voilà ce qui conclut notre présentation sommaire sur le mode de financement en partenariat public-privé. Merci de votre attention. Bonne fin de journée.